Simulation de corps souple. Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de cette nouvelle fonctionnalité très attendue. La version 7.2 de Clo inclut la nouvelle fonctionnalité de simulation de corps souple. Jusque-là, les avatars Clo conservaient leur forme d'origine lors d'effets de tension ou de resserrage, comme avec des ceintures ou des élastiques par exemple. Avec la nouvelle option de corps souple, les avatars Clo peuvent désormais exprimer plus de réalisme sur les vêtements serrés et les effets de compression. Le corps va venir se rétrécir et se contracter sous l'effet de sous-vêtements, de maillot de bain, de corsage, de resserrage. Jetons un premier regard à la fonction corps souple pour expliquer comment elle fonctionne et comment l'utiliser. La fonction corps souple ne réagit que lorsque l'avatar porte un vêtement qui affecte la forme du corps, comme c'est le cas avec cette tenue de maillot de bain par exemple. La fonction est aussi sensible à la vitesse de déplacement de l'avatar ainsi qu'à la gravité. Elle réagira donc lors de changements de pose. Montrons comment utiliser cette fonctionnalité avec cet exemple de fichier. Pour le moment, la simulation de corps souple ne peut être appliquée qu'aux avatars adultes, masculins comme féminins. Pour trouver cette option, sélectionnez l'avatar. Dans l'onglet d'édition de propriétés, vous verrez la fonctionnalité corps souple ajoutée sous l'onglet surface. Vous pouvez l'activer en cochant la case à droite. Cela va activer une barre coulissante qui permet de régler la rigidité du corps souple. Cela va vous permettre d'ajuster la rigidité du corps souple. Par défaut, elle est réglée à 7000. La valeur de rigidité permet d'ajuster la fermeté du corps. Les valeurs inférieures à 7000 permettent au corps d'être facilement affecté par la pression, et des valeurs plus élevées rendent le corps plus ferme. Le choix de la valeur va donc dépendre de la morphologie que vous souhaitez obtenir et du modèle sur lequel vous souhaitez travailler. La fonction corps souple est appliquée aux parties du corps susceptibles d'être affectées par la pression. Elle s'exprime tout particulièrement autour de la poitrine, l'abdomen et les cuisses. Les zones avec moins de distribution de chair, telles que les épaules, qui sont moins susceptibles de changer sous la pression, auront une plus grande rigidité de base, de sorte qu'elles n'auront pas l'air anormalement déformées lorsque la rigidité est réduite au minimum. Si vous souhaitez représenter un type de corps musclé et dur, vous pouvez augmenter la valeur de rigidité pour un corps plus solide. Tandis que si vous avez une morphologie de corps plus mou, vous pouvez diminuer la valeur de rigidité pour plus de souplesse. Si vous trouvez qu'il est difficile de contrôler la simulation de corps souple lorsque vous utilisez une valeur de rigidité inférieure et que vous souhaitez une expérience plus stable, il est recommandé d'utiliser la valeur moyenne par défaut de 7000. Notez que la valeur maximale de la rigidité est de 10 000 et la valeur minimale de 5000. N'hésitez pas à jouer entre ces valeurs pour obtenir un corps au plus réaliste selon ce que vous souhaitez. Nous allons voir comment le corps se déforme en fonction de la valeur de rigidité lorsque nous appliquons la simulation de corps souple. Tout d'abord, exécutons une simulation avec la rigidité définie par défaut et appliquons la vue en strain map. Si vous appuyez sur la barre d'espace ou sur le bouton simuler, vous verrez que le maillage du corps souple doit d'abord être calculé. Cela peut prendre plus de temps pour les corps plus grands ou habillés de vêtements plus complexes. Une fois que le calcul est terminé, vous verrez que le corps et les vêtements sont maintenant tous deux affectés par la gravité et que le corps de l'avatar réagit à la pression des vêtements. Particulièrement, vous pouvez voir que la pression de la ceinture se répercute sur le corps, comprimant la chair tout autour de la taille. Nous pouvons également voir que la strain map de la ceinture élastique est abaissée, car l'étirement de l'élastique est simulé naturellement. En visualisant la strain map sur un avatar au corps souple, nous pouvons voir que la pression du vêtement est aussi réduite. Pour le moment, il est difficile de faire des essayages très précis à l'aide de cette fonctionnalité. Elle ne permet pas encore une précision assez parfaite pour être fiable lors du développement d'un produit. Nous vous recommandons donc d'utiliser cette fonctionnalité pour créer des expressions corporelles plus réalistes lors de la création de contenu marketing, de rendu, et avoir une idée de l'aspect du vêtement une fois porté. Vous pouvez voir que le corps répond à la simulation du vêtement et que le vêtement répond à l'élasticité du corps. Voyons comment les valeurs de rigidité corporelle affectent la simulation du vêtement et de l'avatar. Réduisons la rigidité du corps souple à une valeur minimale de 5000 et exécutons la simulation à nouveau. Vous pouvez voir qu'à mesure que nous diminuons la valeur,
le corps devient plus souple, ce que nous pouvons constater au niveau de la ceinture. Si nous augmentons la valeur jusqu'à la valeur maximale de 10 000 et exécutons la simulation, le corps devient plus rigide et le corps au niveau de la ceinture est moins pressé. Lorsque la fonction de corps souple est appliquée, un symbole apparaît en bas de la fenêtre 3D. L'affichage de cette icône fournit une indication visuelle pour confirmer l'activation de cette option et permet de vérifier en un regard si elle est active ou non. Cette fonctionnalité peut être appliquée à plusieurs avatars simultanément. Donc si vous créez un lookbook ou une scène pour de la communication, vous pouvez combiner différents projets et y appliquer simultanément une simulation de corps mou. Si vous souhaitez revenir à l'avatar d'origine ou annuler l'usage de la simulation de corps souple, vous pouvez décocher la case pour désactiver la fonction, mais comme vous pouvez le voir, le corps reviendra simplement à l'état précédant l'application de la simulation de corps souple. Il peut donc arriver que le corps traverse le vêtement, auquel cas vous devriez simuler à nouveau afin de replacer le vêtement autour du corps. Point important, vous ne pouvez pas utiliser l'éditeur d'avatar une fois la fonction corps souple activée. Si vous ouvrez la fenêtre de l'éditeur d'avatar avec la fonction appliquée, vous verrez une fenêtre d'avertissement indiquant que la simulation de corps souple sera désactivée. En effet, si vous redimensionnez l'avatar, le maillage du corps souple devra être recalculé. Par conséquent, il est recommandé de redimensionner l'avatar avant d'appliquer la simulation de corps souple. Il n'est pas possible de créer une animation avec la fonctionnalité appliquée. Par conséquent, si vous appliquez la fonction de corps souple, puis activez enregistrer ou simuler en mode animation, vous verrez un message signalant que la fonction du corps souple ne fonctionne actuellement qu'en mode simulation. Cependant, elle sera améliorée à l'avenir pour vous permettre d'utiliser également la fonction corps souple en mode animation. Veuillez également noter que dans la version actuelle, les corps souples ne sont disponibles que pour les types de simulations normales et ajustements précis. Pas encore pour les simulations GPU. Cependant, les simulations GPU seront à l'avenir améliorées pour les inclure. Pré-réglage des propriétés physiques des élastiques. À partir de Clos 7.2, vous pouvez désormais exprimer les élastiques de manière plus réaliste. Vous pouvez trouver ces élastiques dans votre bibliothèque de tissus, dans le dossier appelé élastique. Vous avez deux types de pré-réglages élastiques disponibles pour le moment, le tissé et le tricoté. Pour ajouter ces élastiques, nous allons créer un sous-dossier dans notre navigateur d'objets de tissu appelé garniture ou élastique. Vous pouvez ensuite simplement le faire glisser et le déposer. Appliquer ces élastiques à un patron particulier est très similaire à la façon dont vous appliquez du tissu à un patron. Vous pouvez zoomer pour voir la structure de l'élastique. Maintenant, ajoutons l'élastique à notre navigateur d'objets et appliquons-le à notre bande de base. Vous pouvez même aller de l'avant et personnaliser votre élastique selon vos besoins. Par exemple, changeons la couleur de notre élastique et appliquons-le tout de suite. Vous pouvez même personnaliser votre élastique en termes de rigidité ou de résistance. Ainsi, vous pouvez jouer avec ses propriétés telles que la tension et la rigidité, et vous pouvez voir les zones où l'élastique se resserre, il devient rouge. Appliquons maintenant également ces élastiques aux bretelles du soutien-gorge. Vous pouvez simplement sélectionner tous les patrons et attribuer l'élastique à ces motifs. Il est important de noter que le droit fil de ce patron particulier doit être perpendiculaire à la longueur de l'élastique. Alors allons-y et mettons des lignes de grains de ces motifs perpendiculaires à la longueur. Une fois que cela semble correct, vous pourrez également continuer et changer la couleur de l'autre élastique. Désormais, vous pouvez appliquer un élastique sous forme de biais pour stabiliser une partie en particulier. Alors allons-y et appliquons le biais à une région spécifique avec l'outil de pose de biais. Une fois que nous l'avons simulé, nous pouvons simplement sélectionner ce biais, puis changer le tissu de l'éditeur de propriétés du tissu pour un tissu élastique. Encore une fois, assurez-vous que le droit fil est changé en trame à partir du biais, puis nous pouvons simuler et laisser se stabiliser le vêtement. Comme vous pouvez le constater, cela a l'air beaucoup mieux. N'oubliez pas d'affiner votre vêtement en modifiant la distance de particules. Maintenant, allons-y et regardons d'autres applications de l'élastique. Dans ce fichier, dès que je simule, le short tombe, parce que la taille n'est pas très serrée. Appliquons de l'élastique à cette taille. Pour ce faire, permettez-moi de prendre rapidement la mesure du tour de taille.
Nous allons pouvoir ensuite créer un patron en fonction de cette mesure. Vous pouvez créer votre patron selon la largeur d'élastique et la hauteur que vous souhaitez. Et puis continuons ainsi et déplions le patron pour créer la symétrie de mon patron. Maintenant, une fois que le patron est créé, assurons-nous que le droit fil est perpendiculaire à la longueur du patron, comme nous l'avons vu plus tôt. Parfait. Allons-y et plaçons ce patron sur l'avatar. Nous utiliserons pour cela les points d'arrangement. Maintenant que notre patron est arrangé, mettons ce patron à notre ceinture. Cousons également les côtés. Et nous sommes désormais prêts à le simuler. Comme vous pouvez le voir, le short ne tombera pas, grâce au patron plus petit que nous avons créé. Maintenant, allons-y et appliquons l'élastique au plus petit patron que nous venons de créer. Il vous suffit de sélectionner le patron, d'aller dans votre dossier d'élastique dans les tissus, et nous allons simplement ajouter l'élastique dans notre navigateur d'objets, et ensuite l'appliquer à notre patron. Maintenant, quand j'ai simulé, vous verrez que le short s'adapte bien mieux. N'oubliez pas d'affiner vos détails en sélectionnant tous les motifs et en diminuant la distance de particules à 5. Cela donnera plus de définition à votre élastique et augmentera également l'apparence générale. Lorsque je cache l'avatar avec Shift A, vous pouvez voir la bande élastique appliquée à l'intérieur de votre ceinture sur la droite. Vous pouvez également appliquer des fronces sur les bords du patron pour donner encore plus de définition à l'effet élastique. Ensuite, convertissons cela en une ceinture élastique dissimulée. Je vais simplement sélectionner mon patron de base, cloner une sous-couche. Ensuite, nous pouvons simplement utiliser les couches pour les organiser. Vous pouvez désormais le simuler et le laisser se stabiliser. Parfait. Maintenant, si vous passez à une vue de texture fine, vous verrez que le patron de la ceinture intérieure est à l'envers. Utilisez la fonction Flip normale pour le retourner. Mais maintenant, si vous le simulez, l'élastique sort. Pour résoudre ce problème, annulons d'abord cela. Puis nous pouvons continuer en utilisant notre option de hiérarchie des couches et transformer le plus en moins. Désormais, si vous simulez, cela fonctionnera parfaitement. Alors n'oubliez pas de faire cette étape. Cachons la ceinture supérieure. Comme ça, vous allez voir le motif élastique parfaitement stable sur la ceinture intérieure. Ensuite, regardons d'autres façons d'appliquer de l'élastique aux différentes parties d'un vêtement. Par exemple, nous pouvons appliquer un élastique sur l'ourlet de notre haut. Nous allons utiliser cette méthode de biais pour appliquer l'élastique. Appliquons d'abord le biais à notre ourlet. Vous pouvez décider de la largeur de l'élastique que vous souhaitez dans cette zone particulière. Vous pouvez changer le matériau de biais du tissu en élastique, ainsi que le changer de tissé à tricoter si vous le souhaitez. N'oubliez pas de changer le sens du grain en trame à partir du biais. Simulons et laissons-le se stabiliser. Tout ce que nous avons à faire est de changer la longueur de notre biais pour la longueur de notre taille ou à la longueur finale du patron élastique que nous voulons. Alors allons-y et changeons la longueur à 600. Ensuite, nous pouvons simuler, laisser le vêtement se froisser, puis se calmer et se stabiliser. Vous pouvez voir l'élastique appliqué à droite de notre avatar et regarder l'intérieur de l'élastique. Vous pouvez également modifier la distance de particules de vos patrons pour qu'ils aient l'air plus affinés, comme précédemment vu. Allons-y et ajoutons un fronçage au bord de nos patrons pour définir encore plus leur élastique et le laisser simuler et s'installer. Parfait, ça a l'air tellement mieux. Comme précédemment, vous pouvez changer la couleur de votre élastique pour la couleur de votre choix. Vous pouvez même utiliser l'outil de sélection de couleurs pour l'assortir à votre tissu. Librairie modulaire. Dans cette version 7.2, nous avons amélioré les capacités du mode modulaire de Clos ainsi que son flux de travail.
Comme vous pouvez le voir ici, la fenêtre Nouvelle bibliothèque modulaire est ouverte et je vais expliquer comment vous pouvez désormais créer et ajouter facilement de nouveaux styles et blocs. Allez d'abord dans Fichier, enregistrer sous Style. La fenêtre Créateur modulaire s'ouvrira alors. Vous déciderez si vous souhaitez utiliser un groupe déjà affiché ou si vous souhaitez ajouter un groupe. Ici, je vais ajouter un groupe en sélectionnant le bouton Ajouter. Cela ouvrira alors le navigateur de mon ordinateur où je peux sélectionner un dossier à téléverser. Une fois que j'ai le dossier dans ma fenêtre de créateur modulaire, je passerai ensuite à la sélection de catégories, simplement en sélectionnant le groupe, puis en cliquant sur Catégorie. Notez que vous pouvez organiser ces sections comme vous le souhaitez. Je vais nommer ma catégorie. Je peux ensuite double-cliquer sur la catégorie si je veux passer à la section suivante, Style. Je vais maintenant créer le style, qui est le vêtement dans cette fenêtre 3D. Une fois que je sélectionne le bouton Ajouter, vous verrez un pop-up avec une image déjà créée et une ligne pour créer le nom du style. Vous pouvez choisir d'utiliser la vignette actuelle ou vous pouvez sélectionner une vignette sur votre ordinateur. Une fois que vous avez sélectionné OK, vous serez ramené à la fenêtre du créateur modulaire. Ici, vous pourrez à nouveau double-cliquer sur le style et cela vous amènera à votre section finale bloc. Vous avez le choix entre ouvrir des pré-réglages de blocs, enregistrer des pré-réglages de blocs ou de créer de nouveaux blocs. Maintenant, je vais créer de nouveaux blocs. Dans la fenêtre Créer un nouveau type de bloc, vous sélectionnerez d'abord le type de bloc. Choisissez le type de bloc le plus proche de votre modèle. Le nom de la balise sera le même que le type de bloc, mais vous pouvez modifier le nom si vous le souhaitez. Vous pouvez créer autant de blocs que nécessaire pour compléter votre style. Une fois la création de blocs terminée, vous sélectionnerez ensuite les modèles qui s'appliquent à chaque type de bloc. Par exemple, je sélectionne le devant et je sélectionne ensuite tous les patrons qui composent le corps avant. Appuyez sur Entrée sur le clavier, puis procédez de la même manière pour les types de blocs suivants. Une fois les patrons répartis dans tous les blocs, je pourrai alors cliquer sur OK. Une fois que OK est sélectionné, je serai invité à vérifier les tags de couture. Notez que si la couture est incorrecte, les étiquettes le seront aussi. Si vous devez modifier radicalement la couture, vous devrez recommencer. Si votre couture est bonne, vous pourrez sélectionner OK ou appuyer sur Entrée. Une fois le tout terminé, vous verrez alors tous vos vêtements dans la bibliothèque modulaire. J'ai maintenant la possibilité d'aller dans mon patron et d'y apporter des modifications pour créer différentes options de style. Je peux ensuite sélectionner le bouton d'ajout dans la nouvelle bibliothèque modulaire à côté du nom du bloc et mettre à jour les options. Animation de caméra. À partir de la version 7.2 de Clo, vous pouvez créer des animations plus dynamiques avec les options d'animation de caméra. Elle vous permet de déplacer librement la position de la caméra dans votre projet et dans votre animation. La méthode de création de mouvement de caméra est très similaire aux autres méthodes d'animation dans Clo. Passons au mode animation et expliquons l'animation de la caméra. Vous pouvez utiliser l'animation de la caméra même si aucun mouvement n'est appliqué à votre avatar. Mais dans notre cas, nous allons aussi utiliser un fichier de mouvement préenregistré pour créer une vidéo plus dynamique. Après être passé en mode animation, vous pouvez voir dans la barre de chronologie en bas que votre fichier de mouvement préenregistré a été intégré et représenté sous la forme d'une barre rouge. Avant d'expliquer les fonctionnalités d'animation de caméra, parlons des keyframes. Le concept de keyframe est important pour utiliser cette fonctionnalité et assez transversal à travers les différents outils de 3D. Les animations sont réalisées en fusionnant un certain nombre d'images pour créer une vidéo. Chaque image est représentée par une frame, image en français, ce qui indique que plusieurs images sont assemblées pour créer une animation. Dans ce cas, si vous souhaitez afficher des informations spécifiques dans une image particulière, telle que la position de la caméra, nous allons appeler cela une keyframe, une image clé. Voyons maintenant comment ajouter des images clés pour créer une animation. Il existe deux façons d'ajouter des images clés.
selon la façon dont vous souhaitez contrôler la vue de la caméra qui sera dotée d'images clés. Si vous accédez à la barre d'outils de l'éditeur d'animation, vous remarquerez qu'il existe désormais 3 boutons liés à la fonction d'animation de caméra. Nous utiliserons ces boutons pour expliquer leur fonction. Première méthode, navigation de la fenêtre 3D. La première méthode consiste à ajouter des images clés en naviguant dans la fenêtre 3D, sans que les 3 boutons en haut de la barre de chronologie ne soient actifs. Le mouvement est actuellement enregistré aux images 40 à 192. Vous pouvez déplacer la tête de lecture pour voir où ajouter des images clés. Si vous avez besoin d'un contrôle plus détaillé, vous pouvez entrer les numéros d'images directement à partir du menu. Arrêtez la tête de lecture à l'image souhaitée. Déplacez la fenêtre 3D pour définir la vue que vous souhaitez enregistrer, puis cliquez sur le premier bouton « Ajouter, remplacer l'image clé de la caméra ». Vous verrez la chronologie de la caméra apparaître en haut de la barre de chronologie, avec un marqueur vert à l'image spécifiée et une image clé ajoutée. Vous pouvez passer la souris dessus pour voir comment elle est. Ensuite, nous ajouterons quelques keyframes supplémentaires de la même manière pour donner l'impression que nous tournons réellement la piste. Lorsque vous cliquez sur le bouton Lecture, les différentes images clés que vous avez définies seront reliées entre elles et affichées sous forme d'animation continue de la caméra. La deuxième méthode consiste à déplacer l'objet caméra qui apparaît dans la fenêtre 3D pour personnaliser vous-même la position de la caméra. Cliquez sur le deuxième bouton, viseur de l'appareil photo, et effectuez un zoom arrière. Vous verrez alors l'objet caméra dans la fenêtre 3D et l'aperçu de la caméra dans la fenêtre à droite. Si vous tournez la vue pour regarder l'objet caméra, vous verrez que la caméra a une ligne verte claire et un point bleu à la fin de la ligne vert clair. C'est ce que nous appellerons le point de vue. Vous pouvez considérer ce point de vue comme la mise au point de l'appareil photo. Et vous pouvez définir ce que vous voulez que l'appareil photo prenne en photo. Dans la fenêtre aperçu de la caméra qui apparaît, vous pouvez voir comment les images clés sont définies en temps réel. Avant de configurer des images clés, réglez d'abord dans Aperçu de la caméra la taille de l'écran à la taille d'image que vous souhaitez générer. Le format de la section Aperçu de la caméra suit le même rapport que la propriété Render Image ou rendu d'image dans la fenêtre de rendu, de sorte que toute modification de la taille de l'image de rendu sera immédiatement répercutée par la taille de l'aperçu de la caméra. La fenêtre peut être agrandie et dézoomée en plaçant le curseur sur un coin et en la faisant glisser. La fenêtre peut être déplacée librement, alors définissez la taille et la position qui vous conviennent. Configurons une image clé. Ajuster l'icône de la caméra et le point de vue reviennent à la même chose. Cliquer sur l'icône fera apparaître un gizmo et vous pourrez utiliser l'axe du gizmo pour déplacer la position et le point de vue de la caméra. Tout d'abord, arrêtez la tête de lecture à l'image souhaitée, comme précédemment, et placez la caméra où vous voulez qu'elle soit sur l'écran. Au moment où la position de la caméra existante change, une image clé est ajoutée à cette position. De plus, dans la même image clé, si vous définissez l'objet sur lequel vous souhaitez vous concentrer comme point de visée, il sera enregistré avec la position de la caméra. Si vous souhaitez déplacer la caméra et viser en même temps, vous pouvez sélectionner le bouton « Grouper » dans le coin supérieur droit, qui apparaît lorsque vous sélectionnez l'icône de caméra, pour regrouper l'icône de caméra et le point de visée afin qu'ils puissent être déplacés et tournés en même temps. Passons maintenant au côté droit de l'éditeur de propriétés. Le premier est le menu « Images » qui indique la position de l'image où la tête de lecture est arrêtée. Si une image clé est sélectionnée, ce chiffre correspond à l'emplacement de l'image clé. Si vous souhaitez vous déplacer vers une image spécifique ou modifier manuellement la position d'une image clé, vous pouvez le faire en saisissant le numéro de l'image dans ce menu. En descendant plus bas, vous trouverez des menus qui permettent de modifier numériquement la position de la caméra et du point de vue. Ces positions, contrôlables par des gizmos dans la fenêtre 3D, peuvent être modifiées en déplaçant les barres de chaque direction ou en saisissant les valeurs numériques. Vous pouvez également faire rouler la molette de la souris dans la fenêtre de saisie numérique pour ajuster les valeurs plus subtilement. Enfin, nous allons essayer le troisième outil d'animation de la caméra. Lorsque nous cliquons dessus, nous voyons le chemin qui relie les différentes images clés que nous avons configurées jusqu'à présent dans la fenêtre 3D. Dans la fenêtre 3D, la ligne bleue est le chemin de la caméra.
Vous pouvez voir que les images clés que nous avons configurées précédemment sont affichées et reliées sous forme de cubes au-dessus du chemin. Vous pouvez aussi sélectionner des images clés dans la barre de montage pour voir en temps réel l'objet caméra se déplacer le long du chemin. Si vous sélectionnez une image clé spécifique et cliquez sur le déplacement droit dans la section chemin de la caméra dans l'éditeur de propriété, vous pouvez voir que le chemin reliant la dernière image clé à celle sélectionnée est représenté par une ligne droite. Le résultat diffère car la façon dont la caméra se déplace a changé. Alors, assurez-vous de vérifier le résultat et de sélectionner le chemin qui convient. Cela se reflète également dans la barre de chronologie, où l'icône du chemin connecté passe d'un cercle à un carré, de sorte que vous pouvez facilement le voir même si vous n'avez pas le bouton de chemin de la caméra. De plus, si vous décochez l'option continuité, le chemin entre l'image clé sélectionnée et l'image clé suivante disparaîtra, ce qui permet des animations de caméra telles que des coupes, sautant sans image de connexion entre les deux images clés. Si vous souhaitez modifier la valeur ou la propriété d'une image clé qui a déjà été définie, vous pouvez simplement écrire par-dessus, en plaçant la tête de lecture sur l'image clé que vous souhaitez modifier et changer la valeur numérique dans l'éditeur de propriété ou en modifiant directement l'objet caméra. Cela sera reflété instantanément. Lorsque le viseur de l'appareil photo est désactivé, vous pouvez sélectionner une image clé spécifique, régler la vue de la fenêtre 3D et cliquer sur l'icône « Ajouter/remplacer une image clé » pour la remplacer. Si vous souhaitez modifier uniquement la position de l'image clé définie, vous pouvez en modifier la valeur de l'image dans l'éditeur de propriété de droite ou sélectionner l'image clé dans la barre de montage et la faire glisser vers la position souhaitée. Vous pouvez facilement supprimer une image clé en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'image clé dans la barre de montage et en sélectionnant l'option « Supprimer l'image clé de la caméra ». Si vous souhaitez supprimer toutes les images clés au lieu d'une image clé spécifique, cliquez une fois sur la barre de chronologie de la caméra, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur le bouton « Supprimer » pour supprimer toutes les images clés définies. C'est tout pour la fonction d'animation de la caméra. Parlons maintenant du processus de sauvegarde. Le mode ZPRJ inclura l'ensemble des éléments présents dans ce projet, y compris les animations de caméra. Si vous souhaitez enregistrer séparément le fichier d'animation de caméra, vous pouvez l'enregistrer en tant que fichier d'extension .cac en sélectionnant dans Fichier enregistré sous Animation de caméra dans le menu principal supérieur. Le fichier CAC enregistré peut être ouvert seul en sélectionnant Fichier, Ouvrir, Animation de la caméra. Pour faciliter la création d'animations de caméra, deux fichiers CAC pour chaque avatar sont fournis dans le dossier Avatar de la bibliothèque Clos. Les fichiers de mouvement de caméra fournis dans la bibliothèque Clos ont été créés pour correspondre aux fichiers de mouvement d'avatar précédemment fournis dans le dossier Avatar Mouvement. Et les images correspondent donc au mouvement. Les fichiers de mouvement de la caméra portent le même nom que les fichiers de mouvement fournis précédemment et sont optimisés pour leur pose d'associé. Pour utiliser un pré-réglage, passez d'abord en mode animation et double-cliquez ensuite sur le fichier .cac que vous souhaitez utiliser dans la bibliothèque afin de l'appliquer. Enfin, enregistrons l'animation de la caméra terminée en conséquence. Vous pouvez enregistrer le projet animé en tant que capture vidéo comme auparavant, ou l'enregistrer en tant que rendu. Si vous l'enregistrez en tant que capture vidéo, vous pouvez utiliser Fichier Capture vidéo animation pour capturer la fenêtre 3D avec les différentes animations et l'enregistrer en tant que fichier MP4 ou AVI. Après avoir défini les paramètres d'animation dans les propriétés de l'image, de la vidéo, dans l'interface de rendu, vous allez pouvoir aussi lancer le rendu de votre animation. Comme vous pouvez le constater, les options d'animation apportent un dynamique séduisant à votre création de contenu, et la seule limite est votre créativité. Nous avons mis à jour les avatars Clos 3D. Tout d'abord pour les femmes, nous avons 3 nouveaux avatars beaucoup plus réalistes que sur l'ancienne version. Et ensuite, pour les hommes, nous avons également 3 nouveaux avatars que vous pouvez trouver sur notre bibliothèque.
Dans la version 7.2, l'interface utilisateur a été améliorée pour faciliter la création d'avatars aux proportions appropriées. Regardons les options de l'éditeur d'avatar. Tout d'abord, si vous regardez les éléments dans l'éditeur d'avatar, vous pouvez voir que des cases à cocher ont été créées. Si vous désactivez la case à cocher, elle sera désactivée et se remplira automatiquement en fonction de la valeur de l'entrée que vous avez saisie. En effet, Clos AVT est basé sur des données réelles d'analyse du corps humain. Il calcule donc la valeur de proportion naturelle en fonction des valeurs de chaque élément. Par conséquent, même si vous ne connaissez pas la valeur spécifique de certains des éléments avec des cases à cocher, vous pouvez créer une forme de corps similaire à la forme réelle du corps humain. Dans la partie supérieure, si vous activez l'option Proportion en appuyant sur On, puis que ensuite dans Proportion vous sélectionnez CF Neck to West, CF Neck to West sera désactivé dans les détails. Clos se basera sur des proportions plus naturelles. Dans la version 7.2, nous avons aussi une mise à jour pour les avatars. J'ouvre l'un des avatars Clos et passe à la vue rayon X des articulations. Je peux ensuite fermer ma bibliothèque. Je sélectionne l'un des points d'articulation verts et j'active l'option d'édition symétrique en cliquant sur la petite icône humaine. Dans cette version, en plus d'utiliser les cercles du gizmo, je peux utiliser les flèches pour déplacer les articulations. Je peux aussi maintenir le clic sur les points d'articulation et bouger les côtés droit et gauche de manière symétrique. Dans Clos 7.1, il était possible d'importer des fichiers OBJ et de déplacer plusieurs mèches. Je vais importer ce mesh de base à 2 reprises dans mon projet 3D 7.1. Et comme vous pouvez le voir, je peux bouger les deux en même temps. Cependant, ce qui n'est pas possible dans la version 7.1, c'est de bouger des mèches d'avatar en format FBX qui viennent d'autres logiciels. Je vais importer Anna, puis je vais l'importer une deuxième fois. Et si j'essaie de bouger les deux robes en les sélectionnant, nous voyons bien que je ne peux n'en déplacer qu'une. Dans la version 7.2, je vais vous montrer ce que nous pouvons faire. Je vais exécuter les mêmes étapes. Je vais importer Anna à 2 reprises et je vais également importer le mesh de base. Nous voyons ici que je peux bouger plusieurs mèches importées de fichiers OBJ, FBX et GLTF. Cependant, les maillages liés aux joints ne peuvent toujours pas être déplacés avec des maillages non liés. L'une de nos dernières mises à jour est le contrôle des yeux de l'avatar. Nous allons faire un léger zoom sur le visage de l'avatar. Nous allons tout d'abord sélectionner les yeux de l'avatar. Et dans l'éditeur de propriété, nous avons la possibilité de bouger les yeux de manière horizontale, de la gauche vers la droite, et de façon verticale, pour les bouger de haut en bas.
Dans la version 7.2, la fonction optimiser les points de courbe a été mise à jour afin que le nombre de points de courbe puisse être ajusté plus finement. Dans l'optimisation des points de courbe des versions précédentes, le nombre optimal des points a été défini automatiquement. Parce que c'était automatique, si vous n'obteniez pas le nombre de points souhaités, vous deviez à nouveau ajuster manuellement les points, ce qui prenait beaucoup de temps. À partir de cette version, comme la version précédente, il est désormais possible d'ajuster automatiquement le nombre de points optimal tout en conservant au maximum la forme de la ligne d'origine ou d'ajuster manuellement le nombre de points. Cela rend l'édition de ligne plus efficace. Sélectionnez l'outil édition de points de courbe. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux points de courbe sur la ligne. Voici ce qu'il faut faire si vous souhaitez ajuster le nombre de points de courbe dans la même proportion globale. Après avoir sélectionné l'outil transformation de patron en cliquant avec le bouton droit sur l'arrière-plan et en sélectionnant optimiser tous les points de courbe, les options apparaîtront. Lorsque l'option est ouverte pour la première fois, le score d'origine est défini sur 100%. Et le rapport de score optimal est automatiquement défini tout en conservant autant que possible la forme de la ligne d'origine. Si vous n'aimez pas le nombre de points, vous pouvez ajuster manuellement les points en déplaçant la barre. Si le nombre de points est trop important dans un patron, ou si la forme est compliquée, vous pouvez ajuster les points de courbe dans l'ensemble du patron sélectionné en sélectionnant l'outil transformation du patron. Cliquez avec le bouton droit sur le patron et optimisez les points de courbe. Si vous souhaitez ajuster le nombre de points pour chaque segment de la ligne, vous pouvez ajuster les points de courbe de la ligne sélectionnée en sélectionnant l'outil édition de patron. Clic droit sur la ligne, optimisez les points de courbe. Lorsque vous ouvrez l'option pour la première fois, la valeur optimale est automatiquement définie, mais après cela, vous pouvez ajuster manuellement la barre et cliquer sur le bouton de réinitialisation en bas à gauche pour revenir à la première valeur recommandée. Nous avons amélioré la fonction cloner en tant que ligne de référence. Ici, j'ai mon patron et je le sélectionne en faisant un clic droit et en choisissant cloner en tant que ligne de référence. Je peux maintenant modifier mon patron tout en conservant la possibilité de voir le patron d'origine. Comme ceci. Une des améliorations que nous avons apportées est la possibilité de tracer la ligne de référence sur une ligne interne à l'aide de l'outil tracer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ensuite, vous pouvez choisir remplacer le contour du patron si vous souhaitez revenir en arrière. Nous avons également amélioré la fonction cloner comme ligne de référence, de sorte que si l'utilisateur coupe le patron, la ligne de référence sera intégrée dans tous les patrons. Une autre mise à jour que nous avons apportée à l'outil tracer est la possibilité de tracer une ligne semi-symétrique. Il est donc plus facile que jamais de créer ce genre de poche. Dans Clause 7.2, il est possible de déplier plusieurs patrons en même temps. Avant cette mise à jour, il était nécessaire de sélectionner et de déplier chaque patron individuellement. Maintenant, vous pouvez simplement sélectionner les lignes que vous souhaitez déplier en appuyant sur la touche Shift de votre clavier. Après cela, vous pouvez faire un clic droit et sélectionner l'une des options de dépliage, ce qui rend cette action beaucoup plus rapide. Voici une autre nouvelle option permettant de déplier un morceau de patron sans les lignes internes. Sur cette robe, j'ai un patch placé sur un seul côté et si je le déplie à l'aide des options déplier ou déplier avec la modification symétrique, la ligne interne du patch sera également reproduite de l'autre côté de la robe.
Cette nouvelle option, nommée All for Pattern Outline Only ou déplier le contour du patron uniquement, vous permettra de déplier le patron sans les lignes internes. C'est vraiment pratique dans des cases asymétriques comme celui-ci, lorsque vous avez des patchs, des poches ou des détails qui n'existeront que d'un côté. N'oubliez pas que cette option ne conserve pas la modification rattachée du patron. Désormais, dans la version 7.2, la position du nom du patron se mettra en parallèle à la ligne du droit fil. Cette fonction facilite la visualisation dans la fenêtre 2D et même si l'affichage du ligne du droit fil est désactivé, vous pouvez toujours connaître la direction de celle-ci par l'emplacement du nom du patron. En cliquant sur un patron avec l'outil Modifier la texture, nous pouvons faire pivoter le droit fil et le nom du patron pivotera de même. Le pivotement se produit également si nous modifions la direction du droit fil dans l'éditeur de propriété. Vous pouvez modifier l'angle du droit fil et voir que le nom du patron reste toujours parallèle à celui-ci. Depuis la version 7.2, une option a été ajoutée pour définir chaque position d'encoche du motif de gradation sur une position fixe à la taille. Étant donné que la position de l'encoche peut désormais être fixée à la taille, des modèles de production plus précis peuvent être créés. Tout d'abord, définissez la position de l'encoche pour l'ensemble du patron lors du chargement du patron DXF. Importez un patron DXF, les options s'affichent. Fix place toutes les encoches dans la même position pour chaque taille en fonction du point de départ de la ligne. En regardant les dimensions de classement pour chaque taille, vous pouvez voir que la position de l'encoche est fixe à partir du point de départ, comme vous pouvez le voir. Il est également possible de régler chaque cran individuellement. Sélectionnez l'outil cran, par exemple dans le cas où vous ne voulez pas de fronce sous la manche. Vous pouvez voir qu'il y en a quelques-unes sous la manche car la position du cran est réglée proportionnellement pour chaque taille. Faites un clic gauche sur le cran. Cochez fixe dans la gradation de taille de l'éditeur de propriété. L'option cran fixe empêche la mise à jour des positions d'écran lorsque les patrons sont modifiés, tout en fixant en même temps les positions de cran pour chaque taille. Cela fonctionne bien s'il n'y a pas de cran sur les points de courbe. De plus, si vous ne souhaitez pas modifier le point de départ, veuillez le faire ici. Depuis que j'ai changé en fixe, je vais vérifier à nouveau les dimensions. De cette manière, la distance entre le cran du dessous de manche était fixe, empêchant les écarts dimensionnels. De cette façon, c'est pratique lorsque vous souhaitez fixer la position du cran uniquement pour certaines pièces. Maintenant, avec la version 7.2, vous pouvez copier et coller la valeur de la règle de gradation pour X et Y individuellement. Ici, avec l'outil Modifier la gradation, j'ai copié la valeur de la règle de gradation, puis j'ai cliqué sur un point où je souhaite coller cette valeur. Donc il suffit de faire un clic droit et vous pouvez maintenant choisir de coller uniquement la valeur de la règle de gradation de l'axe X ou de l'axe Y. Ici, je colle la valeur de X et elle est ainsi collée. Maintenant, copions et collons également cette valeur pour Y. Et comme vous pouvez le voir, je suis le même processus et la valeur de Y est maintenant collée. Plus tôt, on pouvait donc faire un copier-coller de la valeur des règles de gradation de X et de Y ensemble. Mais maintenant, on peut faire un copier-coller individuel. Je vais suivre la même procédure et avec l'outil Modifier la gradation, copier cette valeur, puis aller à l'endroit où vous voulez faire un collage en miroir et choisissez parmi les options données.
Ici, je colle en miroir la valeur de la règle de gradation de X et je vais faire pareil pour Y. Voici donc une nouvelle fonctionnalité qui vous aidera dans le processus de gradation. Vous pourrez maintenant voir les mesures X et Y pour les sets de taille gradée. Si vous cliquez sur le point, vous pouvez voir les mesures dans la fenêtre 2D et dans l'éditeur de propriété. Deux nouvelles fonctionnalités intéressantes ont été ajoutées au mode Print Layout ou mise en page d'impression. Donc, nous allons passer dans ce mode. Désormais, dans l'éditeur de propriété, nous pouvons personnaliser la longueur du marqueur en plus de la largeur du rouleau de tissu. Commençons par modifier le nombre de vêtements gradés que nous souhaitons imbriquer. Je choisis 2 vêtements pour la taille S, 1 pour la taille M et ainsi de suite. En fonction du tissu, j'ajoute des informations telles que le sens du droit fil, les unités et la largeur du rouleau de tissu. Mais à part cela, nous pouvons maintenant définir la longueur du marqueur. Ainsi, lorsque nous posons le tissu, il doit être conforme au marqueur afin d'assurer la précision de ce dernier. Cette nouvelle fonction permet d'imbriquer les patrons dans les limites de la longueur du marqueur et de la largeur du rouleau de tissu. Ainsi, la consommation obtenue sera conforme aux mesures prédéfinies. Le cadre rectangulaire que vous voyez ici est le marqueur. Lorsque nous commençons à imbriquer, Clos calcule la consommation et crée des marqueurs en fonction des pièces de patron disposées. Clos commencera à imbriquer votre patron dans la longueur définie. Si le nombre de patrons dépasse la longueur du rouleau, d'autres marqueurs seront ajoutés pour accueillir les patrons restants. Ici, vous pouvez voir la longueur et la largeur du marqueur que vous avez défini et en déduire la consommation pour chaque marqueur. Désormais, dans la version 7.2, vous pouvez facilement identifier les groupes de taille grâce à des couleurs différentes. Vous pouvez activer une couleur aléatoire de classement à partir du menu 2D pour différencier facilement les groupes de taille. Vous pouvez également choisir d'activer l'option d'affichage de taille de la gradation pour tous les patrons. Ici, les patrons de petite taille sont marqués S, ceux de taille moyenne M, et ainsi de suite. Pour la version 7.2, il y a quelques mises à jour dans l'éditeur de coloris. La première chose que nous pouvons faire est d'aller dans l'onglet Surpiqûres du navigateur d'objets et de s'assurer, dans l'éditeur de propriété, que le type est en texture. Et ensuite, si je vais sur mon coloris C, je peux double-cliquer sur ma surpiqûre et nous voyons que la surpiqûre surbrille en jaune dans la fenêtre 3D. Même chose pour le graphique. Si je veux voir où il est placé sur mon produit, il suffit de double-cliquer dessus dans mon coloris et nous voyons qu'il surbrille en jaune dans la fenêtre 3D. Je peux aussi vérifier ce qu'il en est de mes tissus. Il suffit de cliquer sur l'onglet Tissus du navigateur d'objets. Nous voyons ici qu'il y a 2 tissus dans la liste, et si je clique sur le tissu de mon coloris C, je vois que le tissu qui est assigné surbrille en bleu. Et enfin, pour les accessoires, si je double-clique dans l'éditeur de coloris, mon trim surbrillera en jaune dans ma fenêtre 3D. Et si je vérifie dans l'onglet Trim de mon navigateur d'objets, mon trim surbrillera en bleu. Et enfin, la dernière chose au sujet de l'éditeur de coloris, si vous voulez enregistrer vos snapshots depuis la fenêtre 3D, il vous suffit dans un premier temps de le renommer, puis de le sauvegarder. Je vais choisir en nombre de vues 1. Concernant les colorways, je vais sélectionner les 3 et je vais séparer les images.
Et si je vérifie les fichiers sur mon serveur, je peux voir qu'il n'y a pas de numéro sur les noms d'enregistrement. Nous avons le coloris A, B et le coloris C. Nous pouvons faire la comparaison avec l'ancienne version 7.1. Nous allons rapidement regarder sur le même fichier enregistré sur l'ancienne version. Donc nous allons faire la même chose. Sauvegarder depuis la fenêtre 3D, renommer et sauvegarder. Donc conserver les mêmes options. Et nous pouvons voir que les numéros sont affichés à la suite des noms 0, 1 et le numéro 2. Le logo représentant le fichier SBSAR, qui est le fichier substance asset d'Adobe, a été modifié. Voyons comment il a été modifié via le fichier substance dans la bibliothèque Clos. Allons dans Bibliothèque, dans Matériaux, puis dans Substance. Auparavant, il s'agissait d'un logo de couleur rouge, mais vous pouvez voir qu'il a été mis à jour avec le nouveau logo Substance de cette version. Je vais importer le fichier en double-cliquant dessus. Vous pouvez également vérifier que le logo a été modifié dans l'explorateur d'objets. Si vous regardez dans l'éditeur de propriétés ci-dessous, le logo du bouton du raccourci a également été modifié. Si vous cliquez sur le premier bouton, il vous mène vers la bibliothèque Adobe Substance Assets où vous pouvez obtenir des ressources 3D Adobe. Cliquez sur la troisième icône pour vous connecter à la page où vous pouvez vérifier des informations Adobe Substance Collection. Et enfin, la deuxième icône vous mènera vers les actifs de la communauté Substance 3D. Substance 3D Community Assets est une plateforme récemment ouverte par Adobe. La fonction OverSimLine a été améliorée et peut être utilisée dans les motifs superposés, comme sur les poches et les patchs de cette version. Auparavant, lorsque le graphique était recouvert par le motif de poche, il était difficile d'y appliquer le graphique séparément sur le motif et d'ajuster la position. Avec la version 7.2, cette fonctionnalité facilite la connexion du graphique sur des motifs cousus. Pour utiliser la fonction, il doit y avoir une ligne de couture entre le contour du motif et la ligne interne, comme vous pouvez le voir. Faites glisser et déposer l'image du palmier sur l'onglet graphique du navigateur d'objets dans le motif pour appliquer le graphique à la face avant. Étant donné que vous n'avez ajouté le graphique qu'au motif du panneau avant, le graphique est caché derrière la poche. Nous appliquerons l'option OverSimLine pour que le graphique soit connecté au-dessus de la poche. Et ensuite, vous devez définir l'ordre des couches des motifs à l'aide de l'outil sous-couche, pour distinguer les motifs sur lesquels le graphique doit être placé. Définissons le motif de poche et le motif de corps comme paramètres de sous-couche. Pour configurer un calque, vous devez l'appliquer en tant que fonctionnalité sous-calque. Lorsque vous cliquez sur l'outil de sous-calque, seul le contour du motif apparaît dans la fenêtre 2D. Cliquez sur le motif de poche qui sera placé et affiché en rouge pour mettre en surbrillance le contour du motif sélectionné. Cette fois, je vais appliquer le graphique sur la poche qui est cousue à la ligne de couture du pantalon. Faites glisser et déposer le graphique sur le motif du panneau avant du pantalon. Dans l'éditeur de propriétés, à droite, il faut activer l'option OverSimLine.
Vous pouvez voir que le graphique est connecté au-dessus des lignes de couture dans le panneau avant et arrière. Dans cet état, définissez la sous-couche du motif de poche et le motif du pantalon. Cliquez sur la poche puis sur le panneau avant du pantalon. Ensuite, cliquez à nouveau sur la poche et cliquez sur le dos du pantalon. Vous pouvez voir le graphique au-dessus du motif de la poche. Je vais configurer la sous-couche pour que le graphique puisse être appliqué sur le rabat de la poche. Cliquez sur le motif du rabat de la poche, puis cliquez sur le panneau avant du pantalon. Cliquez ensuite à nouveau sur le rabat de la poche, puis sur l'arrière du pantalon. Cette fois, vous pouvez également voir que le graphique est appliqué sur la poche et le rabat au-dessus de la ligne de couture. Si vous effectuez un zoom avant sur le motif auquel vous venez d'appliquer la fonctionnalité, vous pouvez voir qu'il y a un décalage. Dans des situations telles que les poches latérales, si vous souhaitez ajuster chaque graphique plus en détail et le faire correspondre avec précision, vous devez ajouter des graphiques pour chaque motif de la manière existante et les modifier individuellement. Vous pouvez supprimer le sous-calque que vous avez défini sur le motif dont le graphique ne correspond pas, et effacer le graphique et ajouter un graphique au motif pour ajuster la connexion afin de la rendre naturelle dans la fenêtre 3D. J'espère que je pourrai bientôt vous présenter une meilleure version. Une nouvelle mise à jour concerne celle du zip, parce que nous savons que la mise à jour de celle-ci est utile à la plupart de nos utilisateurs. Avec l'ancienne version, vous pouviez avoir les composants du zip séparément. Mais maintenant, dans cette mise à jour, vous pouvez aussi les sauvegarder séparément. La première chose que je vais faire, c'est d'ajuster les composants de mon zip différemment, en leur attribuant une jauge et une couleur différentes. Une fois que tout est fait, je vais sauvegarder et les nommer. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner ou désélectionner chaque élément du zip. Et c'est de cette façon que je vais pouvoir les sauvegarder séparément les uns des autres si j'ai envie. Ici, je vais tous les sélectionner et cliquer sur OK. À partir de la version 7.2, vous pouvez vérifier les informations de fermeture éclair dans la nomenclature. Cliquez sur Menu principal Fenêtre d'édition BOM pour exécuter la fenêtre d'édition de la nomenclature. Si vous sélectionnez un coloris pour vérifier le coût, les éléments de fermeture à glissière de ce coloris sont affichés. Après avoir entré le prix par la quantité, cliquez sur le bouton Mettre à jour en haut à gauche de la fenêtre d'édition de la nomenclature pour faire un calcul automatique du coût requis. Il y avait un intérêt extrême parmi nos utilisateurs pour exprimer la fourrure courte. Rendre une fourrure très courte n'était pas possible jusqu'à présent. Il y avait une limite pour la longueur minimale de la fourrure qui était de 4 mm, ce qui était trop long pour être utilisé dans des cas comme les imprimés floqués, les vestes polaires et l'ameublement. Mais maintenant nous avons supprimé la longueur minimale de la fourrure et nous pouvons exprimer la fourrure courte. Maintenant, en changeant simplement la longueur de votre fourrure à partir de votre éditeur de propriété, vous pouvez exprimer la longueur de votre fourrure jusqu'à 0,01 mm. Cela vous aidera à mieux exprimer vos catégories de produits à fourrure courte.
Avec la version 7.2, vous pouvez enregistrer la scène et les fichiers OBJ qui configurent votre scène, ainsi que les propriétés de rendu dans un seul fichier d'extension Clos. Avant de les enregistrer en tant que fichier unique, importons les fichiers OBJ en tant que scène et accessoires. Pour importer un fichier OBJ, sélectionnez Fichier, Importer, OBJ dans le menu supérieur. Ensuite, dans la fenêtre Importer OBJ qui apparaît, assurez-vous de sélectionner le type d'objet comme scène et accessoire. Il est important de définir le type OBJ importé sur Scene and Props, afin que lorsque vous l'enregistrez en tant que fichier ZSE, il soit enregistré avec l'extension de scène applicable. Et puis l'option suivante, Scale, doit être définie sur la même unité d'échelle que le logiciel qui a créé l'objet. Et je travaille en unité centimètre, donc je vais sélectionner centimètre, DAZ Studio à importer. Cliquez sur le bouton OK. Le fichier OBJ sera ouvert dans la fenêtre 3D. Et si vous cliquez sur l'onglet Scène situé en premier dans le navigateur d'objets, vous verrez une nouvelle liste de scènes et d'accessoires. Cliquez sur l'icône de flèche à gauche pour l'ouvrir et vous pouvez voir que le fichier OBJ que vous venez de charger est ajouté à la liste scènes et accessoires. Vous pouvez également ajouter plusieurs accessoires et enregistrer la scène entière à la fois. Importons des accessoires supplémentaires sur la fenêtre 3D. Importez votre fichier OBJ en sélectionnant Fichier, Importer, Ajouter, OBJ. La fenêtre Ajouter OBJ apparaît et vous pouvez définir le type d'objet sur Scène et accessoires. Puis cliquez sur OK pour importer. Ensuite, comme vous pouvez le voir, l'accessoire OBJ est ajouté à la fenêtre 3D et vous pouvez voir qu'il est ajouté à l'onglet Scène sous la liste Scènes et accessoires. Les informations d'emplacement de l'accessoire seront également enregistrées lorsque nous enregistrons en tant que fichier de scène. Nous utiliserons donc le gizmo local pour le déplacer vers la position souhaitée. Maintenant, nous pouvons appliquer un éclairage à l'arrière-plan. Sélectionnez Rendu dans le menu principal supérieur, puis cliquez sur Propriétés de la lumière dans la fenêtre de rendu pour sélectionner le type de Checkboard House dans Pré-réglages. Ensuite, pour les enregistrer en tant que fichier de scène unique, sélectionnez le fichier, enregistrez sous Scène et accessoires dans le menu principal supérieur. Dans la fenêtre, spécifiez le chemin où le fichier sera enregistré. Entrez son nom pour le fichier et cliquez sur le bouton Enregistrer. Nous allons vous montrer comment utiliser le fichier ZSE afin que lorsque vous avez terminé avec votre vêtement, vous puissiez ajouter une scène pour configurer l'arrière-plan. Si le fichier du vêtement est déjà ouvert, vous pouvez l'ouvrir comme n'importe quel autre fichier ou l'ajouter au fichier de votre projet sur lequel vous travaillez déjà. Importons maintenant notre fichier de scène enregistré dans ce fichier de vêtement. Sélectionnez le menu principal supérieur, Fichier Ajouter, Scène et accessoires, puis sélectionnez le fichier ZSE et cliquez sur le bouton Ouvrir. Lorsque la fenêtre Ouvrir la scène et les accessoires apparaît, avec le type de charge sélectionné sur Ajouter, sélectionnez les objets que vous souhaitez inclure dans la liste d'objets en bas. Puisque nous voulons charger l'arrière-plan, les accessoires et les propriétés de rendu, sélectionnez-les tous et cliquez sur le bouton OK pour les charger. Dans la fenêtre 3D, vous pouvez voir que la scène et les accessoires ont été chargés avec les vêtements toujours entretenus. Vous pouvez consulter le sous-menu du dossier Scène et accessoires dans l'onglet Scène pour voir comment les arrière-plans et les accessoires sont organisés. Et ainsi, dans ce fichier de scène, la scène et les accessoires sont séparés en deux scènes et accessoires distincts, qui peuvent être modifiés individuellement dans la fenêtre 3D, tels que le repositionnement et l'édition de la carte. Sélectionnez Rendu dans le menu principal en haut et dans la fenêtre Rendu, sélectionnez Light Properties et vous pouvez voir qu'il est réglé sur le pré-réglage Checkboard House que vous avez sélectionné auparavant.
Si vous cliquez sur Rendu interactif en haut, vous pouvez voir que l'arrière-plan que vous voyez dans la fenêtre 3D est rendu avec les propriétés de la lumière appliquée. Maintenant, dans le rendu, nous avons des options pour la fonction de mappage des couleurs. Tout d'abord, sélectionnez le rendu et ouvrez les propriétés de rendu. Nous pouvons voir que nous ajoutons le type ici et avons deux options. La valeur par défaut est Reynard et la valeur Burn est 1. Cliquons sur le rendu interactif. L'effet est le même que celui d'ouvrir uniquement le flux de travail linéaire dans la version précédente. On peut voir que cette zone du sac en cuir blanc est surexposée. Nous pouvons donc maintenant utiliser cette valeur de brûlure pour éviter l'effet de surexposition. Nous pouvons réduire cette valeur à 0,5 pour vérifier l'effet de la partie surexposée. On peut voir que l'effet s'est amélioré par rapport à avant. C'est-à-dire que lorsque la valeur est plus proche de 0, on évite à l'objet une surexposition lors du rendu. L'autre option est exponentielle, HSV. Elle préserve la teinte et la saturation de la couleur au lieu de délaver la couleur vers le blanc. Vérifions l'effet, il peut également éviter la surexposition. Voici l'image pour montrer la différence entre les différents types et la valeur de combustion. Vous pouvez choisir différents types et paramètres en fonction de l'effet de rendu. Dans la bibliothèque, le symbole N est un indice pour vous informer que Clo fournit les ressources de mise à jour à télécharger. Si vous souhaitez télécharger tous les documents mis à jour en une fois, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Télécharger. En 7.2, vous avez la possibilité de télécharger des fichiers avec un affichage List View. Prenons Fabric en exemple. Actuellement, j'utilise Icon View et je la passe maintenant en affichage List View. Lorsque vous voyez les actifs à moitié transparents, cela signifie qu'ils ne sont pas encore téléchargés. Si vous souhaitez télécharger des actifs spécifiques, vous pouvez les vérifier sous affichage en liste. Après avoir cliqué sur le bouton téléchargement, vous verrez la barre de progression. Vous pouvez également sélectionner tous les accès en cliquant sur Tout sélectionner. Pour annuler la sélection, vous pouvez cliquer sur Fermer. Lorsque vous glissez et déposez des matériaux dans le navigateur d'objets, par exemple tissus, accessoires et graphiques, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser l'affichage du nom, ce qui signifie que vous pouvez définir si les noms doivent être remplacés ou si les noms doivent rester les mêmes. Pour modifier ces paramètres, il faut aller dans Paramètres d'utilisateur, puis dans Autres, puis dans Explorateur d'objets. Il y a deux options, utiliser le nom mis à jour ou le nom actuel. Si vous sélectionnez Utiliser le nom mis à jour, cela signifie que le nouveau nom sera mis à jour et remplacé en fonction de vos nouveaux matériaux. Si vous sélectionnez Utiliser le nom actuel, cela signifie utiliser le nom d'origine, même si vous déposez un nouveau matériau. Dans la version 7.2, l'interface du menu du clic droit et du menu principal ont été mises à jour. La couleur et le style du titre sont modifiés pour ressortir davantage. Ainsi, vous pouvez choisir les fonctions plus facilement à partir d'un menu plus organisé. Lorsque vous faites un clic droit dans la fenêtre 2D avec l'outil Transformation de patron, vous verrez ci-dessous que le titre sera plus important pour l'édition du motif 2D. Clonez le patron avec modification rattachée, puis appliquez la modification rattachée et patron 3D.
Dans la fenêtre 3D, faites un clic droit sur le motif avec l'outil Sélectionner, déplacer. Vous verrez ci-dessous que le titre sera mis en évidence pour le patron et l'arrangement. Lors de l'utilisation de l'outil Vérification des mesures, vous constaterez que ajouter une encoche à l'intersection est mis en évidence et vous pouvez sélectionner le style d'encoche. Après avoir utilisé le stylo 3D vêtement pour tracer une ligne, vous pouvez utiliser l'outil Modifier l'outil Plume 3D pour une édition ultérieure. Vous pouvez remarquer que Symétrie a été mis en évidence pour faire la base de découpe de motifs sur votre ligne de dessin. Puis nous pouvons voir la mise à jour du menu principal. Il y a 4 mises à jour. En cliquant sur Fichier importer-exporter, vous pouvez voir que Animation a été mise en évidence. Puis dans Édition, menu contextuel vêtements 3D, nous avons mis en évidence le patron et l'arrangement. Puis dans Édition, menu contextuel patron 2D, cloner le patron avec modification rattachée a lui aussi été mis en évidence. Et enfin dans Affichage fenêtre, nous pouvons voir que Ouvrir, fermer et Afficher masqué ont été mis en évidence. Lorsque vous ouvrez la fenêtre de la palette de couleurs, vous pouvez trouver 3 boutons en bas. Leur emplacement et le nom sont mis à jour pour rationaliser le flux de travail et fournir des conseils clairs aux utilisateurs. Le premier est Appliquer et fermer. Après avoir choisi une couleur, vous pouvez l'appliquer et fermer la fenêtre directement, puis travailler dans d'autres processus. Puis il y a le bouton Appliquer. Les utilisateurs peuvent rester ouverts dans Clos. Vous pouvez modifier et effectuer d'autres actions tout en pouvant changer les couleurs en même temps. Si vous souhaitez annuler l'application de couleurs en cours, vous pouvez cliquer sur Annuler à droite. Concernant l'outil Press, nous fournissons désormais un guide lors de l'opération. Ainsi, vous pouvez comprendre l'utilisation de l'outil Press efficacement avec plus d'interaction. Une fois que vous avez sélectionné l'outil Press, vous pouvez voir le texte guide à côté du curseur. Après avoir cliqué sur le premier motif pour presser, vous verrez qu'il a disparu et le texte du guide est mis à jour pour vous dire quoi faire ensuite. En utilisant l'outil Press, vous pouvez régler le type de ligne de couture sur Tourner pour obtenir un résultat aplati et stable sur les motifs qui se chevauchent, comme dans cet exemple. En même temps, il convient également à d'autres structures de couches superposées, comme la coque et la doublure, la parmenture, la ceinture extérieure et intérieure.